Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire Crépue en partenariat avec Le Média. On va parler d'histoire et d'actualité de l'antiracisme en France. Et l'autre level up, c'est que cette émission sera aussi diffusée à la télé grâce à votre soutien financier. Et oui, on a besoin de vos dons pour améliorer les conditions de tournage. Vous trouverez le lien de la cagnotte du Média dans la description de cette vidéo. Alors, les sujets du jour, on va parler de violences policières avec Nawal Benali et Amal Bentounsi, puisqu'il y a du nouveau dans l'affaire Eddy et dans l'affaire Lamine Ba. Ensuite, on aura Frédéric Maillot, député de La Réunion, qui a osé parler de colonialisme à l'Assemblée nationale. On parlera aussi de la crise des visas entre la France et certains pays d'Afrique, en invitant Kiswen Sida Kaboré, cinéaste burkinabé. Et on finira cette émission avec Franck Lao, auteur du livre et de la page Instagram Décolonisons-nous, qui est donc un banger disponible dès maintenant en librairie. Alors, c'est parti. Vous vous souvenez de Eddy, jeune homme de 22 ans, qui a été tabassé par des policiers à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet 2023. Cette semaine, Mediapart a publié de nouvelles vidéos qui montrent le moment où Eddy a été agressé par les hommes de la BAC. Et pour réagir, j'invite aujourd'hui Nawal Benali, qui est journaliste indépendante, créatrice du podcast Yassa chez nous. Bonjour Nawal. Bonjour. Et Amal Bentounsi, qui est militante contre les violences policières et créatrice de l'application Urgence, votre police assassine. Urgence, violence policière. Exactement. Et alors, je vais commencer tout de suite par une question pour toi, Amal. Est-ce que tu penses que la publication de ces nouvelles images par Mediapart va avoir un vrai impact concret sur l'affaire Eddy ? Alors, hier, on a eu l'occasion d'assister au procès, au procès du policier qui a été mis en cause dans l'affaire de Lamine Ba. Et le procureur Loïc Pajot, donc, de Bobigny, a rappelé l'importance des images. Et il a fait un aveu honnête de sa part en indiquant que dans cette affaire-là, la première fois, il a prononcé un non-lieu. Et en regardant les images, effectivement, il y a un dossier qui a été instruit par un magistrat et effectivement l'importance des images dans les dossiers de violences policières est capitale, puisque c'est la parole des policiers contre celle des citoyens. Et justement, en termes d'images, c'est aussi grâce à une vidéo qui avait été publiée par Combini, si on reste sur l'affaire Eddy spécifiquement. C'est grâce à cette vidéo publiée par Combini que l'affaire Eddy avait vraiment touché un large public, puisqu'on avait vu Eddy témoigner, on a l'image qui s'affiche, très calmement d'ailleurs, sans trace de colère. Et c'est vrai qu'en général, dans la médiatisation qu'on a des victimes encore vivantes de violences policières, il y a une gestion de la colère qui est très, très particulière. Est-ce que peut-être, Nawal, tu peux réagir à ça ? Oui, moi, c'était une réflexion justement que je m'étais faite parce que dans nombreux cas de violences policières où justement la victime est encore en vie pour témoigner de ce qui lui est arrivé avec sa version des faits, on voit qu'il y a un ton qui est toujours très calme, des mots qui sont savamment choisis, ce qui pourrait d'ailleurs être très étonnant, et notamment chez des victimes qui sont parfois très jeunes. Et ça pose question sur la manière dont on peut, dans ce cas-là, penser que la personne a déjà intériorisé le fait que dans l'expression de ce qui lui est arrivé, elle a tout intérêt à paraître le plus lisse possible, ne pas dégager d'animosité, en tout cas que ce soit palpable, ou même quelconque forme d'émotivité, d'émotion, alors que c'est tout à fait légitime. Dans le cas d'Eddy, on le voit, les images, elles sont édifiantes. Il y a quand même la moitié de son crâne. Il n'y a aucun doute sur tout ce qui a pu lui arriver quand on voit ça. Et moi, quand j'avais vu son témoignage, justement, ça m'avait marqué de voir le calme avec lequel il témoignait. Et quand on regarde, beaucoup d'entre eux, parce que ce sont des jeunes hommes ou des hommes de manière générale qui témoignent des violences policières, en viennent systématiquement dans leur discours à dire « mais je n'en veux pas à toute la police, il y a toujours des brebis galeuses ou des mauvais policiers », en tout cas un lexique de cet ordre-là, qui tend à dire « attention, je ne stigmatise pas toute la police, c'est quelques personnes qui font ce genre de choses ». Et moi, ça m'interroge sur pourquoi dire ça alors que techniquement, ce n'est pas le sujet. Donc, je pense que sur l'intériorisation de la violence et comment même la manière dont on va pouvoir se raconter dans ce qu'on a vécu, on a déjà une très haute conscience du fait que potentiellement, justement, on ne sera pas cru. Et comme si le fait que, justement, cette parole contre la parole du ou des policiers mis en cause, elle est déjà dépréciée de fait.
Donc c'est comme si on essayait de montrer patte blanche. Moi, c'est ça que je remarque. Peut-être que tu veux réagir, Amal. Oui, je suis assez d'accord avec Naël. C'est aussi de la responsabilité des médias dominants qui donnent la parole à tous ces syndicats policiers qui viennent à chaque fois qu'un de leurs collègues est mis en cause dans une affaire de violence policière, venir opposer ce discours de dire que tous les policiers, sur je ne sais pas combien de contrôles, ils ont des chiffres bien précis et ils répètent ça comme des perroquets, les uns après les autres, dans chaque plateau télé. Ils vont venir nous dire que, effectivement, par exemple, pour l'article L435 sur le refus d'obtempérer, par exemple, ils vont vous parler un pourcentage de contrôle de refus d'obtempérer, et que c'est quelque chose de minimum, en fait, qui est minime par rapport au nombre de contrôles. Donc, du coup... on ne devrait pas s'inquiéter et considérer ça comme si il s'agissait de quelque chose de récurrent. Alors, ce qui est totalement faux, hein, bien évidemment, puisque depuis cet article L435-1, depuis 2017 que nous le dénonçons, puisqu'il a été fait en sorte pour protéger ces policiers, pour que la peine soit moindre, puisque des violences sur des personnes, normalement, ils risqueraient 15 ans, et surtout quand vous avez, comme est dit, perdu la moitié de son crâne, c'est quand même ça. Il y a des conséquences, il y a une sanction lourde. Ça c'est dans les textes, mais on se rend compte que quand on se retrouve devant la justice, il y a une espèce de complaisance. Hier, par exemple, le procureur, monsieur Loïc Pajot, a demandé dans son réquisitoire 3 mois de prison alors qu'on a les images. Alors justement, on va revenir sur l'affaire Lamine Ba, mais d'abord, pour rester sur la question de l'affaire Eddy, là on a vu les images. Est-ce que vous avez été... Donc on connaissait l'histoire parce qu'on avait eu la version d'Eddy qui avait raconté ce qui lui était arrivé, mais là, voir réellement les images et de voir qu'effectivement il n'a rien fait de particulier, il s'est enfui au moment où il rencontre la police qui était effectivement, qui avait l'air menaçante sur le moment. Est-ce que ça vous a surpris de voir ces images et de voir le déchaînement de violence, ou est-ce que finalement c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de voir ou qui ne vous surprend plus? Alors, moi, pour ma part, ça ne me surprend plus, parce que moi, la parole de policier, elle n'est pas d'or, déjà d'une, et que par rapport à tous les témoignages qu'on a via la page du collectif Urgence Notre Police Assassine, la version policière, on doit s'interroger sur la version policière, puisque dans de nombreuses affaires, on se rend bien compte que par la suite, s'il y a des vidéos ou des témoignages, elle est mensongère. Et donc, il y a un tel corporatisme au sein même de la police que c'est très compliqué d'obtenir la vérité. Et vous avez des collègues qui se mettent à mentir aussi. Donc, des faux procès-verbaux. Et hier, on s'en est rendu compte aussi, malheureusement. Et vous avez été personnellement touché par la question des violences policières, puisque c'est votre frère Amine Bentounsi qui a été tué par un policier le 22 avril 2012. Et depuis, vous avez travaillé, donc il y a le travail avec l'association et le travail avec l'application Urgence Violence Policière, une application qui permet de filmer la police lors des contrôles et d'envoyer des images à des équipes spécialisées. Oui. Et moi, je me rends compte, en tout cas en tant que citoyen, que quand je vois des contrôles de police, et j'en vois assez souvent, j'ai pas forcément ce réflexe d'aller filmer, où j'ai un peu peur que je me fasse interpeller. Je sais pas, toi, Nawal, si tu as déjà eu ce réflexe de filmer des policiers, ou tu as un peu peur, ou tu n'as jamais été dans une situation où tu les as vus? Alors moi, j'ai jamais été dans cette situation, en fait, de voir un contrôle de police devant mes yeux. Moi, j'ai recueilli par contre plein de témoignages de personnes qui ont subi ça, des jeunes garçons, enfin à la sortie de l'adolescence, ou des jeunes hommes. Et moi, par contre, si je dois réagir, je dirais que je suis jamais étonnée, mais toujours aussi choquée. Je crois que c'est vraiment une pensée qui synthétise tout ce que tu viens d'évoquer, et le fait que quand on voit ce genre de mécanisme, il y a des images, mais d'ailleurs, je tiens à préciser que même si aujourd'hui on a des images et qui sortent notamment dans le cadre des enquêtes de vidéosurveillance, comme c'est le cas pour l'affaire Eddy, on a quand même des policiers. Il me semble qu'un seul sur les 4 a
admis que oui, c'était lui. Les autres nient les faits. C'est-à-dire qu'on les voit, mais ils disent non. Donc après, peut-être que si je dois me projeter dans l'idée, ou si je suis face à un contrôle en face de moi, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que ma conscience journalistique voudra que je filme. Je ne peux pas te dire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment conscience de l'importance des images. Et justement parce que je sais que même si les images, elles existent, on va essayer de dire non, c'est faux. Et donc peut-être que si moi je suis là en tant que témoin des images et que je peux aussi en attester, peut-être que c'est quelque chose de supplémentaire. Alors là, c'est parce que moi je me mets dans ce cas-là au cas où. Je ne sais pas si sur le moment, ce que je ressentirais, c'est un peu compliqué de me projeter. Ouais. Mais voilà ce que j'en pense. Et justement, Amal, donc avec ce travail, que vous avez avec l'association et l'application, est-ce que vous recevez beaucoup d'images et comment est-ce que vous les traitez ? Est-ce qu'elles sont accompagnées de commentaires ? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette masse d'informations ? Alors, en fait, la création de l'application UVP, elle n'était pas dans le sens d'utiliser, d'obtenir des images uniquement via UVP. Parce qu'en fait, nous, on part d'un constat qui est très clair, c'est qu'on est des familles de victimes, on a perdu nos proches à la suite d'une opération policière. Et à chaque fois, dans toutes les affaires. Donc, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est que souvent, les caméras de surveillance ne fonctionnent pas. Donc moi, je me suis intéressée à la question avec Jessica Koumé, la femme d'Amadou Koumé, donc qui fait partie du collectif, et on s'est posé la question, mais comment faire ? Et souvent, on recevait des vidéos, notamment la vidéo du jeune homme à Aulnay-sous-Bois qui avait été, où on lui avait perforé l'anus et qui est resté handicapé à la suite de ce drame. C'est l'affaire Théo. L'affaire Théo, exactement, Théodore Luaka. Et quand on recevait ce genre de vidéos, on nous disait, voilà, on nous a empêchés de filmer, le policier est venu, a pris notre portable, il l'a cassé, on ne peut pas obtenir les... Bon, bref, ou le policier a effacé les vidéos. Donc nous, on s'est dit, mais en fait, il faut que le plus grand nombre de la population sache qu'on peut filmer les policiers. Donc moi, je suis tombée sur une circulaire qui est la circulaire L8432D exactement, qui date du 23 décembre 2008. Et je me suis intéressée à cette circulaire qui précisait que n'importe quel citoyen ou journaliste peut filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Je me suis dit, mais il existe une circulaire, et comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant, se laissent faire ? Donc en fait, la création de cette application, c'était aussi une façon de provoquer ce qui s'est passé après, parce que nous, notre application, elle est sortie juste avant les événements de George Floyd, et juste avant la sortie, ou entre deux, il y a eu un projet de loi qui émane de Éric Ciotti et où il proposait d'interdire de filmer les policiers en réponse à cette application. Donc, pour nous, c'était gagné. C'est-à-dire que l'opinion publique savait qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et ça n'a pas loupé, il y a eu une grande mobilisation. Les partis politiques nous ont suivis aussi, certains, comme la France Insoumise et d'autres. Et les journalistes aussi qui étaient là, qui étaient présents. Donc nous, on n'a fait que provoquer, en fait. Provoquer cette réaction des syndicats policiers qui ont forcé la main aux politiciens. Et donc c'est un peu notre rôle, en fait. Et moi, c'est un peu mon rôle depuis quelques années, de provoquer de façon à ce que l'opinion publique sache qu'on peut filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils ne doivent pas nous effacer nos images. Et voilà, et que ce soit avec l'application UVP ou d'autres, l'importance, c'est qu'on sorte son téléphone et qu'on filme. Et que si vous filmez, vous demandez aux autres gens, à d'autres personnes de vous filmer en train de filmer. Voilà. C'est notre seule protection, en fait. Et justement, cette protection, elle est efficace puisqu'on va voir une image, c'est celle de Lamine Ba, qui est un éducateur qui a été entraîné dans un sort de combat de boxe avec un policier donc, le 11 septembre 2019. Et c'est du coup cette vidéo qui a circulé sur les réseaux et qui a été versée aussi, je pense, au dossier, on la voit. Elle a pu prouver, donc Lamine Ba, c'était un médiateur à la ville de Sevran. Elle a pu prouver que c'est bien le policier qui a engagé le combat, ce qui a permis de porter plainte, en tout cas que ce soit le
policier qui soit sur le banc des accusés et pas Lamine. Et justement, Amal, tu étais au procès qui s'est ouvert hier. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Il nous reste 4 minutes. Oui, c'est encore, pour moi, c'est encore pas assez le réquisitoire du procureur, malgré les vidéos. L'avocat de la défense qui demande à ce que le doute profite à l'accusé parce que les images ne sont pas assez explicites. Bon, même s'il a commencé, même si ils ont caractérisé ça comme si c'était un manque de discernement. Ce manque de discernement, ben voilà, en tant que policier, il aurait pu l'avoir. Nous, ce qu'on a vu, qui est très explicite, ce que tout le monde peut voir, c'est que ce policier cherche à en découdre et qu'il se sent un peu au-dessus des lois parce qu'il a cet uniforme. Donc, il se permet de mener un combat de boxe dans la rue avec un jeune qui aurait pu le mettre KO, très clairement. Et donc, ça, le procureur l'a rappelé aussi, d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que la justice n'est pas encore prête à condamner les policiers. Moi, vous savez, Loïc Pajot, c'est le procureur. Je ne peux pas le critiquer parce que dans l'affaire de mon frère, ce procureur, donc le parquet général, c'est celui qui a fait appel aux assises de la décision de la première instance qui était un acquittement. Donc ce procureur a fait un pas, c'est sûr. Il y a eu la condamnation du policier qui a eu... dans l'affaire de ton frère. Dans l'affaire de mon 2012. frère. Voilà. Et hier, son réquisitoire m'a un peu surprise parce que je me suis dit, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude, qui connaît, et que c'est pas encore assez, 3 mois, parce que la réponse pénale, il faut qu'elle soit à la hauteur des faits. Voilà, pour rendre justice. Et la justice, c'est aussi une sanction pour ne pas recommencer. Et là, c'est encore un message très fort qu'on envoie à ces syndicats policiers, à ces policiers. Voilà, vous aurez que du sursis. Vous pouvez encore continuer à tuer, continuer à tabasser, même s'il y a des vidéos. Ben, on s'arrangera. La justice, elle est encore timide et un peu complaisante. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on doit changer les choses. Et c'est par nos actions, par notre mobilisation, c'est grâce à des journalistes comme vous, à des journalistes comme Naël, à des gens qui nous soutiennent, qui se sont mobilisés. Par exemple, hier, il y a eu beaucoup de monde. Donc voilà, continuons le combat. Le combat continue et contre les violences policières, contre toute forme de stigmatisation ou d'acharnement contre les minorités issues des quartiers prolétaires. Merci pour cette belle conclusion. Et j'ai envie de poser juste une dernière question à Nawal. Peut-être que cette question, justement, cette répression, cette violence, elle s'abat sur des personnes minorisées. En tout cas, c'est ce qui est le plus visible. Et on parle souvent de continuum, d'une sorte de violence coloniale. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui résonne? C'est des manières que tu as de traiter cette situation ou pas du tout? Mais pour moi, bien sûr que c'est un continuum vraiment des violences coloniales. C'est clairement post-colonial et on en avait discuté lorsque tu avais fait toute une série d'émissions suite effectivement au décès du jeune Naël. Et justement, c'était un point de vue que j'avais développé parce que l'acharnement dont tu parles, qui est vraiment qui cible les personnes issues des quartiers populaires, parce que tu as des personnes racisées, bien sûr, qui ne sont pas issues des quartiers populaires, et bien sûr qu'elles sont sous le joug de pas mal d'autres stigmates, mais pas le même que celui des personnes qui sont déjà fragilisées par leurs conditions sociales. Et la question, moi, que je pose, c'est de dire, mais qui ça étonne ? Dès lors qu'on sait qu'en France, il y a eu une police des Noirs, une police des Arabes, que ces personnes aujourd'hui qui sont dans les quartiers populaires et dont certaines peinent à s'en extraire si elles le veulent, c'est la manière dont elles sont arrivées même sur le sol français qu'il faut questionner, dans quelles conditions, et comment elles n'ont jamais cessé d'être traitées, et comment les politiques ont tenté, à travers le temps, de faire comme s'il y avait des méthodes d'assimilation, je déteste ce mot, mais d'ailleurs, il a tout son sens aujourd'hui. Quand on voit qu'on parle encore d'assimilation à des personnes qui sont depuis 3 générations sur le sol français, on ne peut pas parler d'assimilation. Elles sont là, elles sont françaises. Donc, c'est toujours
ce propos-là que moi je mets un petit peu comme un post-it dès lors qu'on parle de violences policières qui concernent les personnes issues des quartiers populaires racisés, parce que je pense que le fond du problème aussi il tient là-dedans, et pourquoi d'ailleurs la justice a peut-être tendance aussi à être très complaisante vis-à-vis des forces de l'ordre, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très solide politiquement, alors à la fois dans les lois qu'il y a pu avoir et qui ont pu être ensuite complètement abandonnées ou non, mais aussi dans les inconscients collectifs des personnes qui font les lois, dans les personnes qui font la politique aujourd'hui. Et je vais conclure sur le fait que malgré les images qui sont sorties et qui attestent de la version d'Eddy, Gérald Darmanin a renouvelé son soutien aux équipes de police en disant qu'elles faisaient un travail formidable. Comme une provocation, encore une fois. Eh bien, merci en tout cas pour ce moment de parole sur la question des violences policières, donc dans le nouveau autour de l'affaire Eddy et de l'affaire Lamine Ba. Merci beaucoup à Amal Bentounsi d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes la fondatrice de l'application Urgence Violence Policière. Donc, si jamais, n'oubliez pas de filmer quand vous êtes face à un contrôle policier, c'est très important. Et Nawal, toi, tu vas revenir avec nous dans le deuxième plateau avec Kiswen Sida Kaboré. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va continuer sur la question coloniale. Nous sommes donc en direct avec le député de La Réunion, Monsieur Frédéric Maillot, qui a provoqué un scandale à l'Assemblée nationale en prononçant cette phrase. Ça me fait la peine de citer Debré dans cet hémicycle. Créole un jour, créole toujours. Ce soir, nous constatons que c'est colon un jour, colon toujours. Monsieur le ministre, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous. Et je vais vous dire, monsieur le ministre, à force de nous diriger par ordonnance et par décret, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Bonjour, monsieur Frédéric Maillot. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, donc depuis La Réunion. Bonsoir. À La Réunion, c'est le soir. Ça marche. Merci d'être avec nous depuis La Réunion. Je voulais vous poser une question immédiatement autour de cette phrase. Dans quel contexte vous avez prononcé cette phrase ? En fait, on était en train depuis une semaine déjà d'étudier le texte PJL plein emploi. La France a un taux de chômage, la France hexagonale, il faut le préciser, c'est très important, aux alentours de 7%. Et ce PJL plein emploi du gouvernement Macron, du gouvernement Borne, a pour objectif de le ramener plutôt vers 5%. Et pour ça, ils ont décidé de mettre les personnes qui sont au RSA avoir une activité, avoir des heures d'activité obligatoires. Et il y a le mot obligatoire qui nous dérange un peu là-dedans. Il y a aussi ces 15 heures d'activité. On ne sait pas d'où ça vient ces 15 heures. On ne sait pas si c'est McKinsey qui a soufflé ces 15 heures. On ne sait pas si c'est un hommage au rugbyman français pour le 15 français. Il y a plein de choses qui sont un peu autour de ça, qui sont floues. Mais nous, c'est la notion d'obligation, mais il y a aussi ce qui nous gênait profondément dans ce texte, c'était qu'il voulait encore une fois nous gouverner par ordonnance. Et depuis qu'on est arrivé dans notre mandat, ils ont cessé de nous gouverner par ordonnance. Donc c'était dans les débats sur l'article 11 qui prévoit, dans les conditions prévues de l'article 38 de la Constitution, dans un délai de moins de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et d'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer. Voilà, en clair, ils veulent encore une fois nous gouverner par ordonnance. L'ordonnance, pour ceux qui ne maîtrisent peut-être pas le jargon législatif, en droit constitutionnel français, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure législative déléguée. Donc, c'est-à-dire, ils vont décider pour nous, mais sans nous. Donc, c'est voilà ce qui m'a fait emmener. Oui, c'est là où vous prenez cette phrase en disant « colon un jour, colon toujours », dans le sens où, effectivement, c'est eux qui décident depuis Paris, en fait, depuis la métropole, sans consulter du tout les réalités spécifiques de... On est là, on débat, on est là pour légiférer, donc on propose des amendements pour améliorer le texte, pour rendre le texte le plus proche possible, adapté avec notre réalité. Et je le disais,
Si l'Hexagone connaît un taux de chômage de 7%, chez nous à La Réunion, il est de 18%. Si l'Hexagone connaît un taux d'emploi à près de plus de 65%, chez nous, il est seulement de 40%. Donc, ce texte n'était pas adapté à notre territoire. Et vouloir nous gouverner par ordonnance, il nous donne un peu raison, parce que rien n'a été édité pour dire que ce dispositif des 15 heures obligatoires pour les gens qui touchent le RSA, que c'est adaptable dans notre réalité. Vous savez, nous, ramener les gens vers l'emploi, on ne s'inscrit pas en faux. Redonner aux gens le goût de l'effort à condition qu'on considère qu'ils l'ont perdu, on ne s'inscrit pas en faux. Mais passer par l'obligation, et le problème, c'est que, en deux mots, le problème, c'est que ce gouvernement ne lutte pas contre le chômage, il lutte contre le chômeur. Il ne fait pas la guerre au chômage, il fait la guerre au chômeur. Et là-dessus, nous, on ne peut pas laisser faire. Donc, mon amendement prévoyait, et l'amendement de plusieurs de mes collègues, prévoyait de demander l'exclusion totale des Outre-mer de ce dispositif qui est ni adapté, ni pensé pour la réalité de nos pays ultramarins et nous plonger dans un mutisme, nous empêcher de légiférer, nous empêcher de penser, nier notre représentation nationale démocratiquement obtenue, et ben ça nous ramène dans notre condition de bien meuble, celui qui ne parle pas, celui qui ne pense pas, donc à notre condition d'homme réduit à l'esclavage. C'est pour ça que j'ai prononcé ces phrases « colon un jour, colon toujours ». Et justement, comment expliquer, parce qu'on a vu immédiatement le ministre et la présidente de l'Assemblée nationale qui vous ont demandé de vous excuser. Et on écoute justement cet extrait à l'Assemblée nationale. Je demande des excuses parce que je pense qu'on peut avoir une discussion tout à fait sereine et avoir des points de vue différents. Et je crois que c'est l'honneur de notre hémicycle. Honnêtement, les propos que vous avez tenus sont insupportables. Alors... Monsieur s'il vous plaît, je vais vous passer la parole, monsieur Maillot, mais il est vrai qu'il y a des mots pour lesquels il ne faut pas aller trop loin non plus. Non, attendez, on est là pour la bonne tenue des débats et on est là pour que ça se passe de manière sereine. Voilà, donc s'il vous plaît, monsieur Maillot, la parole est à monsieur Maillot, allez-y. Je vais citer Thomas Sankara. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Drop the mic, hein, c'était assez fort. Mais du coup, monsieur Frédéric Maillot, comment expliquer cette demande d'excuses immédiate? Est-ce que le mot colon est une insulte inacceptable dans l'Assemblée? Comment vous l'avez vécu ce moment? Alors, il faut croire que pour eux, vous savez, les gens m'ont dit, beaucoup de gens m'ont dit merci d'avoir dit la vérité. Et je les ai répondu dans l'ensemble. On a dit notre vérité. On a dit notre vérité. Il n'y a rien de pire qu'un colon qui s'ignore. Et on comprend qu'avec leur comportement, avec le fait de nier et le fait de me demander de m'excuser alors que je vous ai dit que votre comportement était un comportement colonialiste, si je m'excuse, c'est-à-dire que j'approuve que je suis encore colonisé et je refuse de m'excuser quand je crie la vérité. Et voilà, s'ils sont pas contents, ils peuvent le nier, ils peuvent considérer qu'ils ne sont pas des colons. Mais une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas pire que des colons qui s'ignorent. Et voilà, c'est pas en termes de colonisateurs comme ça a été hier, mais dans la façon de faire, la façon de nous vouloir, de nous priver de parole, de priver la population, parce qu'on a été élus démocratiquement, et nous empêcher de légiférer, de porter, d'être la caisse de résonance, d'être la chambre d'écho de la population dans l'hémicycle, eh ben, c'est nous réduire au silence. Et nous, on a décidé on n'a pas été élus pour se taire, on a été élus pour défendre l'intérêt de nos populations et de nos peuples. Et c'est ce que j'ai fait ce soir-là avec l'ensemble des collègues des pays ultramarins. Et juste avant de baisser le micro fièrement, vous répondez par une citation de Thomas Sankara. Pourquoi avoir choisi Thomas Sankara et cette citation? Bah déjà, Thomas Sankara, pour moi, un grand homme, un âme rebelle. Et moi, je lui dois beaucoup. Bah, vous voyez, derrière, il y a la photo de Thomas Sankara et Malcolm X, Martin Luther King, Mandela et Angela Davis. C'est des personnes qui ont forgé mon âme militante, qui nous ont dit de ne pas accepter cette fatalité colonialiste et de toujours se dresser face à l'injustice et face aux colons et face aux colonialistes. Donc, il n'y avait pas meilleure phrase, meilleur adage
pour répondre à sa demande d'excuses. Je ne suis pas de ceux qui s'excusent et je ne suis pas de ceux qui n'assument pas leur révolte. Moi, je l'assume, la mienne, en leur disant de colons, en leur traitant de colons, c'était une révolte et cette révolte-là, je l'assumerai toujours. Ben, merci beaucoup, monsieur le député Frédéric Maillot, donc député NUPES de La Réunion. Merci d'avoir été avec nous. Et votre citation de Thomas Sankara nous permet d'enchaîner avec notre prochain sujet, qui est la guerre des visas. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps. Et donc, cette citation de Thomas Sankara nous permet d'enchaîner avec notre prochain sujet, qui est la guerre des visas entre la France et certains pays d'Afrique. Et pour réagir à ce sujet, on reste avec Nawal Ben Ali, journaliste indépendante, créatrice du podcast Yassa chez nous. Et on invite Kiswen Sida Parfait Kaboré, cinéaste burkinabé, auteur des films Place à la Révolution et Après la révolte, ton vote. Donc Kiswen Sida, toi tu es burkinabé. Yes. Et j'ai envie donc Thomas Sankara, tu connais très bien. Dire que je connais très bien, c'est trop dire, mais je m'inspire, ouais. Tu t'inspires de Thomas Sankara, ouais. Et est-ce que tu as été surpris, toi, par l'annonce des restrictions de visa entre la France et le Burkina ? J'avoue que je n'ai pas été surpris parce que on sait que les grandes puissances, entre autres, c'est souvent des moyens qu'ils utilisent pour faire pression à d'autres pays. Donc, pour moi, c'est tout naturel, quoi. Voilà. Et c'était quelque chose que tu t'attendais à ce que les visas soient bloqués ou pas du tout ? Disons qu'en fait, avant qu'ils ne suspendent les visas, pour avoir un visa français, c'était quand même la galère, en tout cas pour les retours qu'on a. Et donc, et en plus, beaucoup de gens ont su la suspension avec l'annonce de suspension des relations avec les artistes, mais sauf que c'était déjà suspendu. Donc, pour moi, c'est une suspension qui est venue naturellement parce que c'est toujours la pression qu'ils mettent, quoi. Ça veut dire qu'en fait, avant que nous, ici, en France, on découvre qu'il y a une suspension, en fait, dans les faits, les visas n'étaient déjà pas accordés. Et c'est maintenant qu'on se rend compte, puisqu'il y a l'annonce officielle, quoi. Oui, parce que dans les faits, on peut se dire que techniquement, c'était justifié. Parce que vu qu'il y a eu des problèmes au niveau du consulat, et si le consulat est fermé, ça veut dire que normalement, il n'y a plus possibilité d'octroyer des visas. Mais en même temps, on se dit qu'il y a aussi d'autres manières de passer pour donner des visas en ligne et tout. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une sanction, quoi. Une sanction donc, de la France vis-à-vis de ces pays qui se rebellent. Et justement, Nawal, toi, tu as relayé une lettre ouverte de Gustave Akakpo, en solidarité avec les artistes du Sahel. Et je cite une courte partie de cette lettre. Il disait « cette décision française qui ôte le droit fondamental accordé à tout être humain de circuler librement ». Est-ce que toi, tu peux nous parler de comment tu as entendu parler de cette affaire et comment tu as relayé cette lettre ? Oui, alors, ce qui relève du blocage des visas, de toute façon... alors, moi, j'ai été surprise que ça vienne aussi vite, en fait. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais toi, visiblement, tu étais déjà en interne et tu savais que officieusement, c'était déjà quelque chose qui avait lieu. Et du coup, moi, c'est Gustave qui m'a envoyé sa lettre, parce que du coup, juste pour refaire un petit récapitulatif, c'est un auteur et un comédien, donc d'origine togolaise, et qui est nécessairement très concerné aussi par toutes ces problématiques. Il m'a envoyé la lettre qu'il avait écrite et il m'a demandé de la faire circuler pour que des journalistes, des artistes puissent la signer. Actuellement, cette lettre, elle est déjà publiée. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Humanité, d'Agora francophone et Scène-Web. Et elle sera envoyée normalement la semaine prochaine à Emmanuel Macron et à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Dans cette lettre dont tu as cité un passage, alors nécessairement lui et les artistes aussi qui sont derrière, interrogent sur cette mesure qui tend à annuler toute une partie des artistes faisant partie de la francophonie. Et faisant partie de la francophonie, ça a tout un intérêt, parce que la France est très fière de son univers francophone et que j'assume cette position de dire que la francophonie, c'est une forme de soft power qui est une extension du colonialisme sur le continent, mais sur toutes les autres zones du globe qui ont été colonisées par la France. Et ça fait écho aussi à
Cette sanction drastique fait écho à de multiples tentatives finalement de rallier les artistes, les intellectuels des anciennes colonies vers un retour sérieux à la francophonie, et notamment lors du sommet de la francophonie à Djerba en 2022, il y a presque un an, où Emmanuel Macron parlait d'une reconquête au sein de la francophonie sur le sol africain, ce qui n'est quand même pas rien. Et alors qu'on parle d'un sentiment anti-français avec les pays du Sahel qui connaissent une situation politique un peu compliquée, d'ailleurs pour les locaux de prime abord, je tiens à le dire, parce que toujours en train de parler de sentiments anti-français, parlons des personnes qui vivent déjà sur le territoire, je pense que c'est plus important. Mais c'est pour dire, il y a quand même un traitement très égocentrique de ce qui se passe actuellement et une volonté de conserver une mainmise qui semble justement être de plus en plus éparse. Et c'est pour ça que je pense qu'on assiste à des solutions qui sont d'autant plus drastiques, comme un boycott net et précis des artistes du Sahel. Et justement, Kissoine Sida, en tant qu'artiste burkinabé qui circule entre la France, le Burkina, mais plein d'autres pays aussi, est-ce que tu peux parler de ce besoin des artistes en fait, de circuler? Comment toi tu le vis? Et sachant que c'est les artistes qui ont été visés les premiers en fait, par l'annonce officielle du blocage de visa. Disons que chaque artiste a besoin de bouger. Il a besoin de rencontrer un public, il a besoin de rencontrer le peuple. Et moi, j'aimerais bien être citoyen du monde et aller où je vais. Et si on m'interdit d'aller où je veux, en fait, on me met un blocage. Et ce n'est pas que moi, c'est cette population qui devait me rencontrer aussi qu'on censure. Donc, moi, je pense que le politique prend souvent des décisions sans tenir compte de la population. Et ça, c'est dommage. Et justement, on parle de liberté de circulation. En France, les gens imaginent des hordes de migrants venus d'Afrique qui viendraient s'installer définitivement en France, alors que dans la réalité, comme toi tu le dis, les gens circulent, en fait. Les gens ont envie de circuler. Et pourquoi est-ce qu'un Burkinabé n'aurait pas le droit tout simplement de circuler autant qu'un Français peut décider d'aller passer des vacances au Sénégal ou quelque chose comme ça? Mais bien sûr, en fait, dès le moment où on se dit qu'on est dans le monde, en fait, le monde appartient à qui? À personne. On est tous citoyens de ce monde et on a besoin d'aller où on veut. Oui, des politiques sont mises en place pour pouvoir contrôler tout ça, mais ils ne peuvent pas empêcher les gens d'aller d'une frontière à une autre. Et d'ailleurs, même les frontières, c'est une aberration, même si pratiquement on se dit que voilà, ça résout quelques problèmes. Mais voilà, pour moi, c'est aberrant de ne pas permettre à des gens de pouvoir circuler. Et d'ailleurs, à cause de ces formalités de visa, et ils empêchent des gens qui voulaient venir légalement à prendre par exemple la pirogue parce que pour eux, ils doivent rencontrer ces peuples-là. Voilà. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser le visa comme arme diplomatique, ça ne concerne pas que actuellement les pays du Sahel, c'est déjà arrivé dans d'autres anciennes colonies africaines, notamment en Afrique du Nord. Nawal, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ça ? Oui, ce qui se passe actuellement, alors c'est un peu différent, mais on voit que le contrôle effectivement de la circulation des corps, c'est une méthode vue et revue. Après, ça prend toujours des formes un petit peu différentes, ça s'adapte, mais on connaît très bien le process. Il y a Gérald Darmanin qui, me semble, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, avait fait en sorte que l'octroi des visas pour les populations marocaines, algériennes et tunisiennes soit sérieusement restreinte, et pour cause, parce que les États nord-africains ne reprendraient pas leurs ressortissants qui sont venus clandestinement sur le sol français. Donc pour les punir, c'est des personnes qui souhaitent venir en toute légalité qu'on décide de bloquer. Et donc on avait observé une restriction de l'octroi des visas de 30% pour le Maroc et la Tunisie et de 50% pour l'Algérie. Donc une mesure très musclée et qui finalement ne porte préjudice qu'aux personnes de la diaspora ou aux personnes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne qui retournent fréquemment dans leur pays d'origine pour voir leur famille ou pour monter des projets, qu'en sais-je. Donc c'est des choses qu'on voit, qu'on connaît et qui sont toujours utilisées parce que finalement c'est une arme diplomatique, la circulation, la libre circulation des corps. Et j'allais te poser aussi une question, donc Kissoine Sida, pour rebondir sur ça, sur cette question de libre circulation. Si on revient même au-delà de la circulation, en fait, si on revient sur le cas particulier du Burkina Faso, ton pays d'origine, depuis la France, on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui le peuple burkinabé, c'est un peuple dépolitisé, soumis à des militaires, alors qu'en réalité, il y a une histoire politique du Burkina Faso qui est très complexe et les Burkinabés sont un peuple très très politisé. Et c'est justement ce sur quoi tu travailles avec tes films, La Telle T-shirt
t-shirt après ta révolte, ton vote, mais il y a aussi ton film Place à la Révolution, où tu racontes en fait toute l'histoire politique du Burkina sur les dernières années. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu un brief depuis 2014, comment on en arrive à la situation à laquelle on est aujourd'hui? Disons que le Burkina, comme tu l'as dit, c'est vraiment un pays où la conscience politique, elle est haute, quoi. Et pour la petite histoire, je pense que si je ne me trompe pas, dans la sous-région, on était le premier pays à faire un soulèvement populaire en 1966. Et donc, on a cette conscience-là. Et au Burkina, que ce soit des militaires ou des civils, en fait, la population a cette conscience et travaille toujours pour son bonheur. On a eu, par exemple, Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir, après l'assassinat de Thomas Sankara. Et le Burkinabé, quand il décide d'arrêter avec un système, automatiquement, il le fait. Et donc, sur ce point, je pense que... Là, tu parles justement de cette révolution citoyenne qui a eu lieu en 2014. Oui, en 2014, et qui a permis de chasser, parce que les gens ne connaissent pas forcément, de chasser Blaise Compaoré du pouvoir. Oui, donc rappelons que Blaise Compaoré, qui est venu en 87 après l'assassinat de Thomas Sankara, qui est resté au pouvoir pendant 27 ans, et a voulu, à un moment donné, changer la constitution pour pouvoir se représenter en 2015. Et là, la population a dit, non, là, on en a marre, ça suffit. Et donc, il y a eu des mouvements qui se sont créés, il y a des partis politiques qui se sont ligués, et il y a eu un mouvement qui s'appelle le Balai citoyen, qui a réuni des jeunes, des avocats, des chômeurs, en fait, voilà. Et pour mener cette lutte-là, pour dire à Blaise, stop, 2015, tu ne seras pas président. Effectivement, en octobre 2014, il a pris la fuite pour aller vers la Côte d'Ivoire. Et après ça, on a eu une transition. En fait, d'abord, pour la transition, il y a eu un militaire qui a pris quelques jours, quelques semaines, le pouvoir. Et on avait cette substitution que le militaire allait rester au pouvoir, mais sauf que la population était là. Il a dû rendre le pouvoir à un civil, même s'il est resté Premier ministre. Et après, ils ont organisé des élections où il y a eu un candidat élu démocratiquement. Malheureusement, ce candidat qui était quand même un élève de Blaise Compaoré a fait 5 ans au pouvoir et il s'est présenté pour un second mandat de 5 ans. Et malheureusement ou heureusement, il a été écourté dans ce deuxième mandat par un putsch militaire fait par Damiba. Et Damiba, je pense que lui, c'est 8 mois. Et il y a eu Ibrahim, l'actuel président, qui a aussi fait un coup d'État. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à cette situation. Et donc on arrive à ce moment de sanctions dont tu parlais aussi bien, Nawal, qui est toujours un outil diplomatique qui est mis en place contre des pays qui se soulèvent. Et je me posais une question parce que dans les discours qu'on a entendus, moi ce que je vois sur les réseaux, etc., il y a beaucoup de gens qui disent mais peut-être cette sanction finalement c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir prendre notre vraie indépendance de la France qui est cette ancienne puissance coloniale. Peut-être que finalement bloquer les visas, tant mieux, on va aller vers d'autres pays. Comment est-ce que vous le voyez, vous? Est-ce que c'est quelque chose de peut-être bien, peut-être mal? Comment est-ce que vous percevez cette sanction, Kiswen Sida? Écoute, moi je pense tant mieux. Que sanction ou pas, en fait, ces peuples-là sont déterminés à changer de cap. Ils ne peuvent pas rester définitivement dans le joug de la France. Ça, c'est impossible. Et c'est le temps qui est arrivé. En fait, la France peut-être qui se dit, qui lit les choses venir, je pense que là, ça les surprend. Parce que là, c'est le temps qui est venu pour le changement. Maintenant, comment ce changement se passe dans ces pays-là, là, c'est un autre débat. Mais le changement avec la France, les relations avec la France, ça, il y aura un après et un avant. Et Nawal, sur ce sujet de est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, comment toi tu lis tout ça aussi en tant que diasporique? Oui, alors moi j'ai du mal à vraiment me projeter, peut-être aussi justement parce que je ne vis pas sur le continent, même si j'ai pas mal de relations professionnelles et aussi amicales de personnes qui sont artistes sur le continent. Ça a toujours été très compliqué pour les échanges avec la France, comme ce que tu disais par rapport à l'octroi de visa, ne serait-ce que pour venir. Combien de projets ont échoué parce que tout était en place, mais ça bloque au niveau du visa, en fait. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Là où je me questionne, c'est est-ce que les États, et en tout cas les pouvoirs en place actuellement, on sait que c'est très instable, est-ce qu'il y aura une réelle volonté, du coup, étatique de développer un terreau fertile pour... là, on parle d'activité artistique, mais on peut aussi peut-être penser à un modèle de société
beaucoup plus adéquat à ce que les peuples locaux veulent réellement et ce à quoi ils aspirent réellement. Parce que jusque-là, les politiques africaines de l'ancienne Afrique francophone ont toujours été calquées sur des modèles très caducs de vestiges de la politique française coloniale. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit se penser sérieusement avec les pouvoirs en place. La question est-ce que les pouvoirs en place, sont suffisamment stables, réellement souhaités et sont favorables à ce genre de choses pour le peuple ? C'est ce qu'on va découvrir. Est-ce que disons, en fait, moi, souvent, je me suis posé la question, même quand on a fait l'insurrection, des gens se disaient, vous n'allez rien changer. Parce que ce seraient les mêmes personnes qui vont venir. Et je me suis dit, de toute façon, en fait, il faut faire un pas. Et je ne sais pas, c'est dans la tragédie du roi Christophe où il disait un pas, encore un pas, et gagner chaque fois un pas. Donc pour moi, c'est des étapes. Même si on doit prendre le temps qu'il faut, même si ceux-là qui militent actuellement arrivent à perdre la vie et qu'il y a leurs enfants qui viennent, il faudrait que ça soit l'arbre qu'on plante pour porter les fruits. Il faut que ça soit un pas, jusqu'à un moment donné où on se dit, là, on a atteint ce qu'on veut. Mais on ne peut pas du jour au lendemain cliquer disant, c'est la magie. Non, il faut faire des pas. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir éclairés différemment sur cette situation géopolitique qui est complexe et qui mêle histoire coloniale, liberté de circuler et perte de puissance française en Afrique. Le temps est donc venu de la vraie décolonisation et c'est un processus qui n'est pas simple, mais je recommande pour toutes les personnes qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir les films de Kiswen Sida, Parfait Kaboré, Après ta révolte, ton vote et Place à la Révolution qui vont vraiment vous renseigner sur la situation au Burkina il y a quelques années, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui au Sahel. Merci aussi Nawal d'avoir été avec nous pendant ces 2 plateaux. Et maintenant, pour terminer l'émission, je suis très heureux d'accueillir Franck Lao, donc un militant autodidacte. Et on va faire un petit changement de plateau que je n'avais pas prévu dans le filler. Mais pour terminer l'émission, donc je suis très heureux d'accueillir Franck Lao, qui est un militant autodidacte qui a créé le compte Instagram Décolonisons-nous, suivi par plus de 190 000 abonnés. Cette semaine, il publie son premier livre qui porte aussi le titre Décolonisons-nous et qui est disponible dans les librairies. Mais Franck, dis-nous, ça veut dire quoi Décolonisons-nous ? Alors Décolonisons-nous, en fait, c'est faire le travail en fait, de prendre conscience que notre société actuelle est l'héritage direct de la colonisation. En fait, moi, j'ai une phrase qui me vient à l'esprit. C'est on a beaucoup de facilité à parler du coton états-unien, mais on a beaucoup de mal à parler du sucre de canne, du sucre français. Voilà. Et en ça, en fait, j'essaye à travers le compte Instagram, dans un premier temps, de pointer à chaque fois tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire le lien entre ce passé et notre présent dans ces réalités discriminatoires sur le plan racial. Voilà. Super. Et pour finir, en fait, le nous, ce qui me paraît important, c'est que on revient toujours au fait que nous sommes tous et toutes concernés, quelle que soit l'assignation raciale qui nous touche, par la question raciale, parce que beaucoup peut-être ont du mal à assimiler en fait. Voilà. Et décolonisons, il y a un travail intérieur aussi à faire. C'est un verbe d'action, quoi. Est-ce que tu peux parler aussi de ce mot ? Oui, en fait, décolonisons, c'est déjà quelque chose qui va être continuel. Comme quand on parle de déconstruction, j'estime qu'il n'y a pas de personnes déconstruites jusqu'à ce que... voilà, on ne peut pas se dire « je suis déconstruit, j'ai tout compris ». Décoloniser, c'est un travail très complexe parce que ça touche énormément de domaines, que ce soit sur le plan personnel, vis-à-vis des autres corps, et la race, en tant que construction sociale qui a une histoire de plus de 500 ans, finalement, va influencer tous les pans de notre vécu. Voilà. Et ce décolonisons, c'est décentrer son regard, c'est réussir à se mettre dans une certaine empathie, mais ne pas oublier que cette décolonisation vient d'un système qui est politique.
Donc cette empathie doit être politique. Voilà. Et ta politisation, à toi, justement, elle ne commence pas suite à une affaire de violence policière, mais elle commence suite à une affaire très intime qui est liée donc, au décès de ton père dans le cadre d'un scandale sanitaire qu'on appelle l'affaire du sang contaminé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce point de départ ? Oui, alors en fait, ça part... Déjà, c'est une affaire qui m'a touché quand j'étais petit. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. Lui, il a contracté ça dans l'affaire du sang contaminé dans les années 80. Et qu'est-ce que c'est l'affaire du sang contaminé pour... Alors, c'est le sang, le produit sanguin qui était destiné aux transfusés, aux personnes qui avaient besoin de ce sang, qui n'a pas été traité, pas été chauffé, en fait, pour le rendre sain, tout simplement. Ça implique des politiques, ça implique des pouvoirs de l'ordre sanitaire, enfin des institutions, le CNTS notamment. Et donc les gens ont reçu ce sang qui n'était pas traité, voilà, et ça a entraîné des décès par la suite. Tout à fait. Et en fait, donc le lien moi que je fais entre la question raciale et le virus, déjà il est d'ordre historique. On a des recherches, des études qui montrent que pendant la période coloniale, au début du XXe, en parallèle du développement de l'industrie automobile, il y a eu un grand besoin de caoutchouc pour la fabrication des roues. Donc les pouvoirs coloniaux tels que la Belgique et la France, en fait, exploitaient les forêts sur le continent africain et forcer les populations noires à travailler ces forêts-là, ce qui les a mis en contact direct avec un virus qui n'était pas censé contracter. Et du coup, le deuxième lien que je questionne dans le livre, c'est de l'ordre plus, on va dire, culturel, parce que en fait, dans mes recherches, je suis tombé sur un documentaire où un des co-découvreurs du virus, le professeur Montagnier, dans le documentaire, disait une phrase, parlait d'une croyance, en fait, selon laquelle, à l'époque de l'affaire, le sang français faisait figure d'exception. Et ça m'a interpellé quand j'ai vu le docu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que cet élément aussi biologique puisse être considéré comme différent d'autres sang. Voilà, du fait qu'il soit simplement français. Et on parle de quel virus dans cette affaire ? Du sida, du VIH. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. Et justement, est-ce que, enfin, toi, donc ce lien, tu le fais à travers ces différentes histoires en fait du virus, de la circulation du virus du VIH, voilà. Et comment il rencontre différents groupes racialisés. Alors moi, du coup, ce que je questionne, c'est qu'est-ce qui fait que culturellement, nous, personnes en France, à cette époque-là, on s'est dit, notre sang, il est supérieur, il est plus propre, et là, du coup, je suis parti dans des recherches de l'ordre culturel, de l'ordre éducatif, de l'ordre au final, on tombe sur un continuum colonial qui est nié et qui c'est ce qui est en fait révélé. C'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce manquante du puzzle et qui prend tout son sens en fait quand elle est là, et qu'on voit directement tous les liens qui existent entre ce passé et notre présent, quoi. Et toi, ta manière d'écrire, si on parle vraiment de la manière dont tu as écrit ce livre, donc Décolonisons-nous, qui est quand même un livre bien épais, hein, y a pas mal de pages. Pourtant, toi, tu as l'habitude plutôt d'écrire des punchlines de rap ou des phrases qui te viennent en tête sur ton compte. C'est beaucoup de petites phrases, en fait, de courtes phrases ou de courtes idées. Comment tu as fait pour t'adapter entre ton style d'écriture habituel et un grand livre ? Alors en fait, oui, effectivement, j'ai un passé on va dire, de rappeur avec mes potes et tout à l'époque. Donc j'écrivais déjà beaucoup de 16 rimes, le format des années 90 très en vogue avant. Je suis passé là très fortuitement à Instagram en fait, où j'avais besoin d'exprimer ces idées que j'avais depuis assez longtemps. Le portage, on va dire, sur le format du livre, il a été au début compliqué parce que j'ai eu à organiser mes pensées
différemment que sur Instagram, qui est assez représentatif de comment je fonctionne. C'est un truc très freestyle, très street, très je pense à ça, je parle de ça, et puis on essaye de faire passer le message. Ouais. Donc le processus d'écriture du livre, il a été assez douloureux dans le sens où j'ai dû me dépasser, n'ayant pas de formation forcément très académique, mais finalement j'ai réussi à trouver cette articulation où je pars de mon vécu perso, ce que je ne faisais pas sur le compte Insta, où j'étais anonyme pendant 4 ans. Ouais. Et pour pouvoir en fait expliquer aux gens comment moi, de ma position située de personne perçue comme asiatique, j'arrivais à me situer dans un système plus large où, par rapport aux autres corps et individus et groupes non blancs, quoi. Et je vais citer une phrase extraite de ton livre qui avait été mis en page et extrait par l'équipe de Bissai Media qui fait aussi un super travail. Ouais. Big up à elle. Big up à elle, qui disait « J'ai passé ma vie à subir dans le silence les conséquences d'une couleur supposément invisible, sous peine d'être taxé de rabat-joie, d'être trop susceptible, de mal interpréter les choses ou de ne pas avoir la sagesse de dépasser ce qui résulterait d'un manque de maturité, d'intelligence ou d'ignorance. » Est-ce que tu peux réagir à cette phrase ? Alors en fait, ça c'est du coup dans le cadre du quotidien en fait. On se rend compte que quand on parle avec des proches, de la famille, des amis, il arrive toujours un moment où le sujet du racisme, de la race ou en tant que construction sociale, tout ça, nous mène à une certaine contradiction qui est quasi automatique et qui, pour moi, en fait, révèle un ordre racial, déjà, qui permet que, justement, ça reste un débat. Alors qu'en fait, il y a tellement de personnes sont là avec un vécu, avec des chiffres, avec des anecdotes. On a des études on a cet héritage qui n'est pas mainstream finalement, mais qui existe depuis des années, des centaines d'années même, on pourrait dire. Cet héritage de lutte contre le racisme, anti-raciste. Tout à fait. Par exemple, l'auteur des damnés de la Terre, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, que justement moi j'ai découvert au lycée à travers le rap français des années 90. Ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est connu, alors que c'est français, ça parle d'une histoire française, ça parle de... C'est vraiment notre histoire de l'anticolonialisme, quoi. C'est notre histoire, et je pense qu'il faut justement qu'un maximum de personnes, la majorité, qui ne se pose pas ces questions-là, qui n'est pas aguerrie sur la question raciale, commence à s'y mettre, parce que on parle d'un contexte français, franco-français, et dans ces territoires ultramarins qui sont des héritages aussi de cette histoire coloniale. Donc, Décolonisons-nous, le livre de Franck Lao, qui est sorti donc aux éditions J.C. Lattès. N'hésitez pas à aller l'acheter. Il est disponible dans toutes les librairies. Partout, toutes les bonnes librairies, sur les grands sites, les trucs. Mais je préfère que vous alliez dans les... librairies indépendantes, il faut les soutenir. Ça marche. Et sinon, on retrouve ton travail sur Instagram, sur la page Décolonisons-nous, avec plus de 190 000 abonnés, ce qui est assez fort d'avoir réussi à faire ça de manière anonyme et sans que personne ne sache qui tu étais, et publier des messages, des textes, tes pensées. Donc bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous pour cette première émission d'Histoire Crépue en collaboration avec le Média. Donc pour cette nouvelle collaboration, ce qui est super, c'est qu'on sera en direct les vendredis soirs à la télé grâce à vos dons dans les prochaines émissions. Je mets le lien de la description, dans la description donc de la cagnotte du Média. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne Histoire Crépue pour découvrir notre prochaine émission de débat mouvant intitulée « On discute ». Je vous laisse découvrir un extrait. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « On discute ». Aujourd'hui, on donne la parole à nos aînés. On accueille 6 personnes immigrées qui ont plus de 50 ans et qui ont passé leur vie en France. Elles vont nous raconter leur parcours et la manière dont elles transmettent leur histoire aux générations futures. Je me sens plus étranger dans mon pays d'origine qu'en France.
C'est une question que j'ai, depuis très longtemps, j'ai décidé d'évacuer et d'être moi-même, quel que soit l'endroit où je suis. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue et sur le média. Ciao, ciao, ciao!